Alors, bonjour tout le monde. Il me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui les résultats de notre rapport de recherche sur les conditions d'habitation des personnes qui vivent avec un traumatisme crânio-cérébral ou un TCC au Québec. Je suis Marie-Ève Lamontagne, je suis professeure titulaire à la Faculté de médecine de l'Université Laval, mais pour ce projet, j'ai eu la chance de pouvoir compter sur une équipe fantastique composée de Mme Marjolaine Tapin de Connexion TCC, Samuel Turcotte, un collègue chercheur, Steve Duchesneau, un expert de savoir qui nous a aidés tout au long du projet, et d'Angéline Labbé. Alors, on savait, par exemple, que les personnes qui ont un traumatisme crânio-cérébral ont des handicaps, vivent des situations de handicap visibles et invisibles, et que cela les empêchait d'avoir des conditions d'habitation optimales qui sont pourtant nécessaires à leur participation sociale. Par contre, on avait très peu de données scientifiques qui nous permettaient de bien documenter ce fait-là. Alors, l'objectif qu'on avait avec ce projet-là, c'est vraiment de faire un portrait de la situation d'habitation des personnes qui vivent avec un TCC et qui sont membres des associations. Il y en a 13 partout à travers le Québec. On voulait documenter quels étaient les obstacles ou les éléments facilitants, puis également des stratégies à privilégier pour soutenir leur stabilité résidentielle et éviter, bien sûr, les épisodes d'itinérance. On voulait également explorer les besoins de ces personnes-là, actuelles et futures, en matière d'habitation. Comment on s'y est pris? On a fait un projet de recherche qu'on a débuté il y a maintenant 2 ans, en octobre 2023. On avait 3 stratégies pour arriver à nos fins. Premièrement, utiliser un questionnaire, également faire des entrevues beaucoup plus approfondies avec nos personnes qui ont un TCC. Également, on s'intéressait à la perception des intervenants qui travaillent auprès de cette population-là. On a donc fait une activité de type Ward Café et on a fait une grande enquête à travers le Québec de cette façon-là pour avoir une vision plutôt globale de cette situation. Ce que je vais vous rapporter aujourd'hui, ce sont seulement les faits saillants de notre rapport sur la condition d'habitation. On a beaucoup d'autres données, mais pour un effort de synthèse, on s'est permis d'en rester à l'essentiel. À travers nos 2 ans de recherche, de discussion, de partage avec les membres TCC, on a eu la chance de parler avec 175 personnes ayant un TCC qui habitaient partout au Québec. Un peu comme dans la littérature scientifique, le 2/3 de ces personnes-là étaient des hommes et on avait 9 participants sur 10 qui étaient d'origine caucasienne, qui parlaient surtout le français à la maison. L'âge moyen des personnes qu'on a interrogées, c'est de 53 ans. Ça variait de 20 à 78 ans. Donc, on sent que nos participants étaient un peu dans une période charnière de leur vie par rapport à l'habitation, devaient considérer en moyenne quelle serait la prochaine étape. Il y avait à peu près 1/3 de nos participants qui avaient le traumatisme crânien depuis moins de 15 ans, mais il y en avait quand même 1/3 qui en avait depuis entre 16 et 30 ans et un autre tiers qui l'avait depuis plus que 30 ans. Donc, nos personnes vivent avec des incapacités depuis fort longtemps et tous participaient aux activités d'une association pour les personnes qui ont un TCC ou pour les personnes handicapées au moment de notre étude. Donc, vous vous demandez certainement où demeuraient nos participants. En fait, on a 40%, donc environ 2 personnes sur 5 qui habitaient dans une maison, seule ou avec des personnes. Et on avait presque la même proportion qui était soit en appartement ou dans un condo, donc dans un milieu de vie qu'on dirait naturel. Par contre, on en avait près de 10% qui étaient dans une ressource intermédiaire ou une ressource de type familial, 6% dans des résidences de personnes âgées, 4% dans des foyers de groupe, notamment les maisons Martin-Matt pour les personnes qui ont un TCC et 3% en CHSLD.
Un petit fait préoccupant, parmi les gens qui demeuraient dans un milieu non institutionnel, c'est-à-dire soit dans leur maison ou en appartement ou en condo, on en avait 12% qui étaient ni propriétaires ni locataires, donc qui dépendaient vraiment d'un proche pour leur milieu d'habitation. Et puis, est-ce que les gens sont satisfaits de cet état de fait-là, de leur milieu de vie? Pas seulement l'appartement physiquement ou le milieu de vie physiquement, mais vraiment l'entourage, le quartier, la façon dont ça se passe. Donc, la majorité sont satisfaits globalement de leur logement, de l'aménagement et de l'entretien. Également, les gens se sentent attachés de façon un peu moins importante, mais quand même à leur quartier, ils le trouvent plutôt agréable. Et enfin, la plupart des participants, mais pas tous, estiment que les gens du quartier les gèrent bien, mais les contacts sont plutôt limités. Donc, si on sent une adéquation avec le milieu de vie proximal, plus on s'éloigne un peu dans l'entourage, plus on sent certains malaises, certaines difficultés ou une certaine insatisfaction avec les interactions avec notre entourage. Au niveau de la stabilité résidentielle, une personne sur 10 a dû faire face à de l'instabilité résidentielle depuis son traumatisme crânio-cérébral. Par instabilité financière, qu'est-ce qu'on entend? Mais c'est de ne pas savoir où on va coucher demain ou après-demain ou de ne pas avoir les moyens de maintenir son milieu de vie. Donc, si on élargit ça, globalement, aux 5000 personnes qui ont un TCC, qui sont supportées par les associations de personnes TCC, ça veut dire qu'il y a environ 500 personnes, soit la moitié des personnes itinérantes de la Ville de Québec, qui ont reconnu avoir été à risque d'itinérance. Donc, quand on parle d'instabilité résidentielle, on ne parle pas seulement des personnes qui dorment dans la rue. On peut parler de dormir dans la rue, oui, mais d'aller se réfugier chez des amis, chez des parents ou d'avoir aucune autre option que des options très temporaires. Au niveau des finances, qui est un enjeu d'importance dans le cadre de le présent événement, il y a 90% des membres interrogés qui nous disaient que oui, il y avait les frais d'assumer, les moyens d'assumer les frais liés au logement à chaque mois. Malgré ça, il y avait quand même 10% des personnes qui reconnaissaient qu'ils n'en avaient plus pas les moyens, donc de mois en mois doivent vivre de l'insécurité pour être capable de se maintenir dans ce milieu-là. Et on doit reconnaître qu'on avait plus qu'un participant sur 4 qui avait besoin d'une aide financière au niveau gouvernemental ou d'un proche, donc d'un moyen supplémentaire pour être capable de se maintenir dans son milieu de vie ou de payer les frais liés au logement. Chez les personnes qui ont un traumatisme crânio-cérébral, l'environnement humain fait office de prothèse cognitive, donc de filet de protection, va aider, soutenir, faciliter la réalisation adéquate des habitudes de vie. Malheureusement, quand on questionne nos membres qui ont un TCC, on en a environ 3 sur 5, donc 60%, qui n'ont pas beaucoup de contact avec les autres personnes de leur quartier, donc qui sont privés de ce filet social-là. On en a environ la moitié qui n'ont pas beaucoup de contact avec leurs voisins. Donc, en cas de désorganisation, d'accident, de besoins, ils ne peuvent pas se tourner vers leurs besoins. Et on en a quand même 13% qui, dans leur entourage, n'ont personne vers qui se tourner en cas de besoin. Globalement, le portrait que l'on a de ça, c'est que les gens, oui, ils ont un milieu de vie. Ce milieu de vie-là leur coûte très cher, n'est pas très pourvu en matière des ressources humaines qui sont tellement importantes à la stabilité résidentielle des personnes qui ont un traumatisme crânio-cérébral. Par la suite, on a eu la chance de faire des entrevues plus approfondies avec nos personnes pour documenter leur
leur vécu puis leur situation par rapport à la stabilité résidentielle. On a eu la chance d'avoir cette discussion approfondie-là avec 20 personnes, dont la moitié étaient des femmes, et pour le reste, on avait quand même des gens qui ressemblaient à notre grand échantillon, c'est-à-dire qui étaient pour la plupart d'origine caucasienne, qui parlent en français, un âge moyen d'environ 50 ans et qui demeurent en appartement pour la plupart. Ce que les gens nous disent, c'est que oui, ils sont dans un milieu de vie, mais que la stabilité qu'ils vivent actuellement, c'est une stabilité qui est tellement fragile. Donc, en premier lieu, il y a la question du revenu, qui est à peine suffisant pour se maintenir dans leur milieu de vie, combler les besoins de base. Souvent, les personnes nous disent qu'ils dépendent du soutien financier d'un proche ou de certaines subventions gouvernementales pour payer les factures, mais que si ces coûts-là explosaient, ils n'auraient pas les moyens de les payer, ou si leur subvention diminuait, ils n'auraient pas les moyens non plus de demeurer dans leur milieu de vie. Il y a également la crise du logement, le manque d'options disponibles pour accommoder les besoins des personnes qui ont un traumatisme crânio-cérébral, c'est-à-dire un milieu qui va être vraiment calme, où va pouvoir avoir de l'organisation, etc. Donc, faute de logement adéquat ou d'options qui peuvent combler leurs besoins de base, les personnes vont se retrouver dans des milieux qui ne seront pas nécessairement optimaux pour eux, vont être plus agités, plus bruyants, où il va y avoir des longs déplacements à faire pour avoir accès à des ressources. Donc, c'était un autre facteur qui venait perturber cette stabilité-là. On a abordé l'idée de la prothèse cognitive, le rôle que jouent les proches, mais les proches aidants vieillissent. Nos personnes, en moyenne, ont 50 ans, comptent sur leurs parents, leurs frères et sœurs pour aller faire l'épicerie, se rendre au rendez-vous, payer les factures. Les proches aidants vieillissent, s'épuisent et on ne voit pas comment dans l'environnement, il va y avoir d'autres ressources qui vont pouvoir prendre le relais. Si les proches aidants vieillissent, les personnes également qui ont un TCC, ils vieillissent. Il y a une diminution des incapacités, des capacités, une augmentation des incapacités et l'impact du TCC se fait de plus en plus présent au fil du temps. Et l'ensemble de ces facteurs-là, ensemble, ça menace la stabilité résidentielle des personnes qui ont un TCC. Comme nous le disaient nos participants, j'ai aucun problème cognitif, là. Je suis capable d'habiter tout seul, je suis capable de voyager. C'est ça, mes problèmes ne sont pas d'ordre cognitif, c'est vraiment d'ordre émotif. C'est ça qui m'a causé des problèmes depuis l'accident. C'est l'impulsivité, la colère. C'est ça qui fait que je perdais tous mes appartements. On a aussi constaté dans les entrevues que les besoins en matière de soutien, ils vont varier de façon importante d'une façon à l'autre, mais que pour demeurer dans leur milieu de vie, toutes les personnes considéraient qu'ils recevaient le soutien dont ils ont besoin. Il y a des gens qui ont recours à des services d'organismes communautaires, beaucoup qui font appel à leurs proches aidants, à des services d'hébergement spécialisés. Puis on a pu documenter que surtout dans les régions plus éloignées, les ressources d'aide spécialisées pour les personnes TCC ou bien des habitations adaptées soutenant, il y en a peu ou il n'y en a pas. Donc, les personnes qui ont parlé de ça, c'était souvent des personnes qui avaient la chance d'avoir un proche aidant, ce qui leur permettait de demeurer dans une maison ou d'un appartement. Mais pour ces personnes-là, il n'y en a pas d'alternative et c'est ça qui était une source d'inquiétude importante pour eux. Donc, les associations de personnes qui ont un TCC étaient fréquentées par tous nos participants. Puis ces associations-là, nos participants nous en ont parlé comme une importante source d'information, de référence, de soutien. Donc, c'est un soutien qui est spécialisé, qui connaît le TCC, puis que les personnes peuvent être écoutées. Donc, c'est un soulagement pour les profs,
pour les proches, ils ont une information qui est adaptée. Il y a la capacité ou la possibilité d'avoir des références aux besoins, puis on se sent compris. Donc, on n'arrive pas avec des besoins étranges ou des besoins qui sont considérés comme particuliers. Nos entrevues nous ont aussi permis d'explorer ce serait quoi le logement idéal pour nos personnes qui ont un TCC. Donc, notre grande conclusion, c'est que l'habitation idéale, c'est une habitation qui est accessible au niveau des handicaps qui sont visibles et aussi d'invisibles. C'est une habitation qui permettait d'avoir une certaine autonomie, une liberté puis de l'indépendance et d'avoir une vie sociale, donc d'avoir des opportunités d'interaction sociale qui sont adaptées. Donc, au niveau du logement en soi, tout le monde a parlé d'avoir de l'adaptation physique pour le domicile ou de trouver un logement qui était déjà adapté. Par contre, les logements qui sont mal insonorisés, qui sont visuellement très chargés, où on manque d'espace, qui sont difficiles à entretenir, ne seront pas adaptés aux troubles cognitifs des personnes qui ont un TCC. Les gens qui vivent en ville apprécient d'être à proximité des services. Les gens qui sont plus à la campagne apprécient la tranquillité. Donc, c'est un défi de combiner nos enjeux d'accessibilité aux services puis au support avec un besoin de tranquillité. Au niveau de la vie sociale, il y a plusieurs personnes qui nous ont parlé de la perte de leur réseau social, du sentiment d'isolement, donc surtout chez les gens qui vivent en région éloignée. Qui ont peu d'opportunités de rencontrer des gens. Donc, les gens qui fréquentaient dans beaucoup l'association ou qui vivaient dans des milieux institutionnels comme les maisons Martin-Matt, généralement, ils apprécient de pouvoir avoir des contacts avec les autres personnes avec qui ils demeurent. On a une participante qui nous rapporte ouais, moi, j'aimerais ça habiter dans une résidence de personnes âgées, mais que ça ne serait pas des personnes âgées qui resteraient là. Il y aurait un peu d'activité, mais ça pourrait être sur place. Ça pourrait être pour les personnes TCC. Je ne mettrais pas de cuisine dans les logements parce que ça peut être dangereux. Mais d'un autre sens, c'est sûr que je serais prête peut-être pas parce que c'est perdre l'autonomie. Je te pente les deux. Je trouverais ça difficile d'habiter dans une place comme ça, mais je le sais que ça m'aiderait énormément. On a également discuté avec les intervenants des associations dans une activité de type World Café pour comprendre leur perspective qui est un peu complémentaire à celle des personnes eux-mêmes sur la question de l'hébergement. Donc, quand on leur parlait de la définition de stabilité résidentielle, notre vingtaine de participants qui sont des intervenants experts auprès des individus qui ont un traumatisme crânio-cérébral mentionnaient que c'est d'avoir un logement qui est fixe puis qui est aussi prévisible. Donc, on sait qu'il n'y aura pas d'augmentation de coûts au niveau des factures, au niveau du loyer. On sait qu'on va être dans un environnement stable, qu'il n'y aura pas de déménagement à court terme. Ça va être un logement qui va être abordable, qui va aussi être sécuritaire dans le cas de problèmes cognitifs ou de problèmes de comportement ou même des enjeux physiques de personnes qui ont un TCC. Un logement qui va être salubre, qui va permettre à la personne de s'organiser puis de faire face à ses besoins et qui va être accessible. On parle d'avoir un logement qui va être choisi par la personne. Souvent, nos participants nous ont rapporté que oui, ils ont choisi, mais il n'y avait pas d'autre option. Il y avait juste un choix auquel ils ont consenti. On aimerait que ça soit différent. On veut avoir un logement qui soit adapté aux besoins puis à proximité des services et de l'entourage pour agir comme prothèse cognitive pour soutenir la personne. Mais la stabilité résidentielle, c'est pas juste ça. Ça passe également par un sentiment d'appartenance à son milieu de vie et d'être capable d'être autonome dans la mesure des choses, de faire ses propres choix, de pouvoir recevoir, de pouvoir décider ses repas, par exemple.
Ça passe aussi par la stabilité du soutien, des ressources dans le temps. Donc, ils sont habitués aux habitudes de vie des personnes qui ont un TCC, puis sont capables de les accompagner au long cours là-dedans. Et finalement, ça passe par des relations sociales qui sont de qualité, parce qu'avoir un TCC, ça ne veut pas dire qu'on doit se priver d'un réseau social. Quant aux facteurs qui influencent la stabilité résidentielle, on est arrivé avec 3 différents facteurs. Donc, au niveau des facteurs qui sont personnels, d'avoir des séquelles plus graves du traumatisme crânio-cérébral, bien sûr, ce n'est pas un facilitant pour la stabilité résidentielle. Mais également le caractère pré-morbide ou pré-traumatique de la personne, qu'est-ce qu'elle faisait avant dans la vie, quelles étaient ses habitudes, dans quel milieu elle demeurait et quelle est son attitude par rapport à sa nouvelle situation. Quelle est la capacité d'adaptation de la personne, de la famille, etc. Puis quel est son état de santé immédiat. Donc, ça va vraiment être important pour penser à ce que les personnes TCC aient une certaine stabilité résidentielle. On a aussi des facteurs qui appartiennent au milieu de vie. Donc, l'accessibilité financière, organisationnelle, cognitive, donc toute l'accessibilité de ce milieu de vie-là, la proximité du réseau qui agit comme filet de sécurité. Donc, la possibilité de faire un choix, d'être autodéterminé dans le choix du logement qu'on va prendre plutôt que de n'avoir qu'une seule option. Et finalement, l'environnement, encore une fois, une proximité des services, l'accessibilité physique de l'environnement, par exemple des commerces qui sont autour et la présence d'organismes de défense de droits qui peuvent soutenir la réalisation de ces différentes habitudes de vie-là au quotidien. Cette recherche-là, elle nous a permis d'établir avec certitude à quel point la stabilité résidentielle des personnes qui ont un traumatisme crânio-cérébral, c'est fragile. On a eu la chance de parler à des personnes qui étaient en présence d'un réseau de soutien qui, au minimum, fréquentaient une association spécialisée dans la défense de leurs droits. Malheureusement, il y a énormément de personnes au Québec qui vivent des séquelles d'un même traumatisme crânien qui n'ont pas accès aux mêmes services parce qu'elles ne savent pas qu'ils ont un TCC, parce qu'elles ne savent pas que l'association existe ou parce qu'ils ne s'en rappellent tout simplement pas. Ces facteurs-là peuvent contribuer à l'instabilité résidentielle et à la précarité financière des personnes qui ont un TCC. Cette étude-là, c'est le fruit d'un travail important, le fruit du travail des étudiantes, donc Mia Lapointe, Marianne Arsenault, Hong Nguyen, stagiaire postdoctorale, nos partenaires, nos experts de vécu, Steve Duchesneau, Maud Bienvenue, tous les gens des associations qui ont contribué pour qu'on puisse donner la parole à nos personnes qui ont un traumatisme crânio-cérébral. En terminant, on voudrait remercier toutes les associations qui ont contribué au succès de ce projet-là.